Si tu tombes d'une grande hauteur, essaie de reproduire la position d'un parachutiste. Ta tête et ta poitrine doivent être orientées vers le bas. Écarte tes bras et tes jambes et plie-les à un angle de 90 degrés. Si possible, détermine un endroit pour atterrir. Des buissons ou des meules de foin peuvent amortir la chute. En revanche, la surface de l'eau n'est sans danger que si la chute ne dépasse pas 45 mètres de haut. Avant d'atterrir, essaie de placer ton corps à la verticale. Rappelle-toi qu'il est toujours préférable de tomber en avant qu'en arrière. Protège ta tête et ton cou en fermant tes bras ensemble autour de toi. En fait, rien de tout cela ne pourra vraiment te sauver, mais cela te donnera quelque chose à faire avant de t'écraser comme une énorme pierre qui creusera un cratère sur le sol. Mais bon, si tu tombes du haut d'une falaise par exemple, fais tout ton possible pour décomposer ta chute en plusieurs parties. Et plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacune de ces étapes absorbera une partie de l'impact de la chute. De cette façon, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie par exemple de t'accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, tout ce que tu trouveras. Si tu vois un morceau de bois ou une planche, attrape-le aussi. Cela pourrait contribuer à amortir ta chute lorsque tu toucheras le sol. Plus important encore, ne maintiens pas ton corps trop rigide. Cela risquerait d'endommager tes organes internes. Protège ta tête et essaie d'atterrir sur tes pieds avec tes genoux légèrement pliés. Bon, on ne va pas se mentir, une fois que tu auras touché le sol, tout ce qui te concerne sera légèrement plié, tu vois, mais bon, il faut essayer, hein. Si un bâtiment dans lequel tu te trouvais s'est effondré et que tu te retrouves sous un tas de débris et de gravats, essaie de ne pas céder à la panique. Oui, pas évident, je sais. Ta tâche principale est alors de protéger tes organes respiratoires et de faire durer ta réserve d'air le plus longtemps possible. S'il y a assez de place, enlève ta chemise ou ton t-shirt et fais un nœud avec le bas. Remets-le ensuite sur ta tête par le trou du cou, de façon à ce que le nœud soit au-dessus de ta tête. Tu auras ainsi une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es coincé dans un ascenseur qui tombe, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont une partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, assieds-toi sur le sol. C'est toujours mieux que de rester debout. Tes fesses agiront comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu choisisses, couvre et protège ta tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre sur ta nuque. Si tu te retrouves coincé dans la nature, commence par trouver de l'eau. Vérifie les zones de basse altitude. S'il y a des montagnes, cherche de l'eau au pied des falaises. Si tu réussis à trouver de l'eau de pluie, ne la laisse pas trop longtemps dans un récipient, elle pourrait s'abîmer. Observe bien les fourmis qui grimpent aux arbres. Il est probable qu'elles se dirigent vers une source d'humidité à l'intérieur de l'arbre. Une bouteille d'eau peut te permettre d'allumer un feu si tu la laisses suffisamment longtemps sous la lumière directe du soleil. La bouteille agira comme une lentille, rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Utilise du feu et de la fumée pour signaler ta présence et avoir de l'aide. Recouvre les flammes avec une grosse branche ou avec une casserole pendant 3 à 4 secondes. Cela permettra de rassembler suffisamment de fumée. Puis, laisse s'échapper ce nuage de fumée. Si tu es tombé au travers de la glace, essaie de revenir vers le bord. N'essaie pas de te hisser en dehors de l'eau en t'appuyant sur le rebord. Il continuera à se détacher et tu t'épuiseras en un rien de temps. Bats des pieds et des jambes jusqu'à ce que ton corps soit complètement à l'horizontale dans l'eau. Après cela, sors de l'eau et monte sur la glace. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Ton poids doit être réparti sur la plus grande surface possible. De cette façon, la glace aura moins tendance à se briser. Commence donc à rouler vers le rivage comme le font les phoques. Si tu as une crampe musculaire en nageant, essaie de te tourner sur le dos et de flotter. Masse la plante de ton pied ou la partie de ta jambe qui s'est tendue par la crampe. Si tu as une crampe à l'arrière de la jambe, plie-la au niveau du genou et tire-la vers ta poitrine, tout en continuant de flotter sur le dos. Essaie de soulager la crampe en tirant tes orteils vers le haut. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur de la maison, reste accroupi vers le sol et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond. C'est pourquoi rester au sol peut te permettre de respirer un air un peu plus frais. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tes vêtements ont pris feu, jette-toi au sol et roule d'avant en arrière. Si tu as un extincteur, dirige-le toujours vers la base des flammes. C'est beaucoup plus efficace.
Et n'oublie pas que si tu casses une fenêtre, tu laisseras entrer plus d'oxygène, ce qui alimentera encore plus le feu. Et voici ce que tu dois faire pour rester en sécurité pendant une catastrophe naturelle. Si tu vois que la zone est inondée alors que tu es à l'extérieur, éloigne-toi des ruisseaux, des collecteurs d'eau pluviale ou des rivières. Essaie de rejoindre un terrain plus élevé. Si tu es coincé chez toi, monte sur le toit si tu penses que c'est suffisamment sûr. Si une tornade se dirige vers toi et que tu n'as pas le temps de t'échapper, trouve un fossé ou un renfoncement. Allonge-toi et couvre-toi la tête avec tes bras ou tes vêtements. Si une tornade se produit alors que tu es à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sous-sol dans ta maison, cache-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de tout type de débris susceptibles de tomber. Sache que la plomberie dans les murs de la salle de bain renforce la structure de l'endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur donnant sur l'extérieur, choisis un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. Si tu es dehors pendant un orage et que tu sens soudain tes cheveux se hérisser, c'est le signe que la foudre est sur le point de frapper. Ta peau peut commencer à fourmiller et il est probable que tu entendes des cliquetis ou des bourdonnements. Accroupis-toi immédiatement et place ta tête entre tes genoux. Mais même si tu dois te mettre le plus bas possible, ne t'allonge surtout pas. La seule chose qui doit toucher le sol est la plante de tes pieds. Garde les talons joints, de cette façon, au lieu de parcourir tout ton corps, l'électricité aura tendance à entrer dans un pied et à sortir par l'autre. Tu peux aussi te couvrir les oreilles avec tes mains pour éviter une perte d'audition. Si tu es perdu dans le désert, déplace-toi aux premières heures du matin. De cette façon, tu éviteras les plus grosses chaleurs. Si tu vois une colline ou un autre terrain élevé, grimpe dessus et regarde aux alentours. Tu pourras peut-être apercevoir de la verdure, des bâtiments ou une route. La nuit, une telle opportunité ne s'offre évidemment pas. De nombreux animaux du désert chassent également après le coucher du soleil. Voici comment il faut se comporter avec les animaux sauvages. Si un taureau te charge, reste immobile jusqu'à ce qu'il s'approche, puis lance un vêtement dans la direction opposée. Les taureaux réagissent au mouvement, et en jetant un chapeau ou une chemise loin de toi, tu vas distraire l'animal. Il poursuivra l'objet en mouvement et t'oubliera. Si un requin se dirige vers toi, ne nage pas en panique pour t'éloigner de lui. Tu ressemblerais à une proie que l'animal voudra dévorer. Attends que le requin se rapproche et commence à le frapper avec tes poings. Vise ses yeux, son nez et ses branchies. Ce sont les seules zones vulnérables du corps de l'animal. Si tu rencontres une meute de chiens hostiles, détourne leur attention et éloigne-toi tranquillement. Si l'un des chiens se jette sur toi, place un objet entre toi et les mâchoires de l'animal. Maintenant, disons que tu as accidentellement dérangé un essaim d'abeilles. Et bon, elles s'en prennent à toi. Cours en ligne droite, aussi vite que possible, jusqu'à ce qu'elles cessent de te poursuivre. Une solution encore meilleure consiste à trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques, et de se cacher à l'intérieur. Maintenant, si tu rencontres accidentellement un ours, présente-toi. Non, attends, en fait, tout dépendra de son espèce. Si c'est un grand ours brun, couche-toi par terre et fais comme si tu étais mort. Ça ne devrait pas être difficile. Mais s'il s'agit d'un ours noir plus petit qui attaque rarement les gens, crie et fait semblant d'être plus grand, cela peut t'aider. Tu peux aussi essayer de faire fuir l'ours en faisant semblant de te jeter sur lui. Si tu rencontres un serpent, essaie de ne pas faire de bruit. Si tu as l'occasion de t'éloigner, saisis-la. Mais si tu ne peux pas éviter le reptile, hausser la voix, taper 2 bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut le faire reculer. Même si les serpents n'ont pas d'oreilles visibles, ils sont sensibles aux vibrations. Et si toutes ces choses t'arrivent le même jour, eh bien, appelle les gens du livre Guinness des records, je pense que tu mérites de figurer dedans. Si tu as laissé ta clé de voiture à l'intérieur et que tu ne peux plus y entrer, ne prends pas de décision irréfléchie trop vite. Munis-toi d'un rouleau de ruban adhésif en toile, coupe-en une bande et colle-la verticalement sur une vitre. Répète l'opération 5 ou 6 fois en collant les bandes de ruban adhésif les unes à côté des autres. Quand tu as terminé, décolle la partie inférieure de chaque bande et entortille-les ensemble en une seule queue que tu peux laisser pendre pour l'instant. Maintenant, coupe 5 ou 6 autres bandes et colle-les en travers de celles que tu as déjà collées pour qu'elles tiennent bien. Une fois que tout est prêt, tire la queue que tu as faite précédemment et 3, 2, 1, tire vers le bas. Avec un peu d'effort, la fenêtre va glisser légèrement vers le bas et tu pourras glisser tes mains entre la vitre et le cadre pour la pousser encore plus vers le bas jusqu'à ce que tu puisses entrer à l'intérieur et récupérer tes clés. Nous ne sommes pas tous des experts en stationnement, avouons-le.
Il t'est peut-être déjà arrivé d'érafler un peu ta voiture lorsque tu n'étais pas assez précautionneux. Si c'est le cas, achète quelques-uns de ces poulets en caoutchouc qui couinent quand tu les presses. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Donc, sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ta voiture. Lorsque tu t'approcheras un peu trop près d'un poteau ou d'un mur, ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les poulets se mettront à couiner. Et si tu continues quand même, ils feront office de pare-choc pour protéger ta peinture. Laisse tes essuie-glaces relevés en hiver. Cela les empêchera de coller au pare-brise et tu n'auras pas à les gratter au risque d'abîmer le caoutchouc. Certaines personnes déconseillent de le faire, car ils disent que cela abîme le ressort de l'essuie-glace et le rend plus facilement volable. Mais 1. Cette histoire d'usure n'est pas vraie, les ressorts ne perdent pas leur élasticité. Et 2. Qui se promène en volant les balais d'essuie-glace ? Si tu préfères quand même garder tes essuie-glaces baissés, ou si tu as oublié de les relever par une nuit glaciale, fais fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres, tout comme le fait le chauffage, car il déshumidifie l'air. Super astuce si ton chauffage est en panne. D'ailleurs, tu peux même empêcher ton pare-brise de s'embuer en premier lieu. Vaporise un mélange de 3 volumes de vinaigre pour 1 volume d'eau sur les vitres la veille au soir, et cela t'épargnera du temps de grattage le lendemain matin. Tes essuie-glaces tomberont en panne tôt ou tard, même si tu les entretiens chaque hiver. Si le caoutchouc se détache et que le bras métallique racle ton pare-brise, enfile simplement une longue chaussette autour. C'est une solution temporaire, mais ça fonctionne. Ensuite, procure-toi de nouveaux balais dès que possible. Pour économiser du temps et ne pas t'énerver les matins d'hiver, protège les portières de ta voiture pour qu'elles ne gèlent pas pendant la nuit. Cela se produit à cause de la neige qui pénètre dans les joints, se transforme en eau et gèle à nouveau à l'intérieur. Pour arrêter ce cercle vicieux, mets du spray de cuisson sur toutes les parties intérieures en caoutchouc, puis essuie le surplus avec une serviette en papier. Les batteries de voiture n'apprécient pas les températures très froides. À vrai dire, lorsque le gel est extrême, il peut être vraiment dangereux pour la batterie de ta voiture. Surtout si tu ne commences pas par la réchauffer. Allume simplement tes phares pendant un petit moment, puis allume le moteur de la voiture. Tu peux aussi la réchauffer avec la radio et écouter de la musique pour rendre l'attente plus agréable. Lorsque tes fenêtres s'embuent de l'intérieur, cela rend la conduite plutôt dangereuse. Heureusement, une simple pomme de terre peut venir à ton secours. Prends-en une propre et crue, coupe-la en deux et frotte une moitié sur les vitres de l'intérieur. Cela les nettoiera et créera aussi une couche protectrice pour éviter la buée. Laisse ensuite cette couche de pommes de terre sécher sans y toucher. Cette astuce fonctionnera aussi sur ta porte de douche et sur le miroir de ta salle de bain. Si ta voiture est bloquée dans la neige ou la boue, tu peux utiliser les tapis en caoutchouc pour t'en sortir. Mets-les sous tes pneus pour ajouter de l'adhérence. L'astuce de la litière pour chat fonctionne aussi. Mais qui se promène avec ça dans sa voiture ? Si les tapis ne t'aident pas, essaye de dégonfler un peu les pneus. Cela permettra d'augmenter la zone de contact et, encore une fois, de leur donner plus d'adhérence. N'oublie pas que tu ne dois les dégonfler que légèrement et que dès que tu sors de la neige, tu dois les regonfler. Si ta voiture s'est déjà retrouvée coincée dans la boue ou le sable lors d'une balade en forêt par temps de pluie, tu sais à quel point cela peut être effrayant. La bonne nouvelle est que tu peux t'en sortir en utilisant une pelle et un peu de patience. Essaye d'enlever autant de boue et de sable que possible autour des roues à l'aide de la pelle ou même de tes propres mains. Si ta voiture ne bouge toujours pas, essaye de passer de la marche arrière à la marche avant pour commencer à prendre de l'élan. Et, encore une fois, dégonfle tes pneus pour augmenter leur surface d'adhérence. En tâchant d'atteindre une vitesse de 110 km/h pendant 16 km une fois par mois, sur une autoroute vide et par temps sec bien entendu, tu fais évaporer l'eau et les gaz accumulés dans le moteur et le système d'échappement. Mais, encore une fois, ne le fais que lorsque c'est approprié. S'il t'arrive souvent de ne pas retrouver ta voiture dans un immense parking, pense à prendre une photo de l'emplacement ou du numéro de rangée dès que tu te gares. Il existe aussi des applications GPS qui t'aident à retrouver ta voiture dans un parking ou un dédale de rue. Si tu n'as pas pris de photo ou si tu as décidé de ne pas télécharger cette appli, tu peux retrouver ta voiture à l'aide d'une télécommande. Le signal ne passe pas ? Alors rapproche-le de ta tête. Les fluides présents dans ta tête stimulent la conductivité des signaux de la clé. C'est fou, mais ça marche. Ces barres métalliques dans ton appuie-tête ne servent pas seulement à en régler la hauteur. Tu peux aussi les utiliser pour briser les vitres en cas d'urgence. Cela fonctionne mieux si tu les insères dans le creux en bas de la fenêtre. Tire-la vers toi et le verre devrait se briser.
Si tu n'as pas de support de téléphone dans ta voiture ou si le tien s'est décollé, tu peux enfiler un élastique dans la bouche d'aération de ta climatisation. Insère l'élastique par le haut de la bouche et tire l'autre moitié par le bas. Mets ensuite ton téléphone dedans. Et voilà. Lorsque tu sors de la voiture, tes vêtements qui glissent contre le tissu du siège créent une certaine charge statique. Cela semble inoffensif, mais pas quand tu es dans une station-service. Lorsque tu saisis le bec métallique, une étincelle peut se produire et elle peut enflammer les vapeurs d'essence. Pour dissiper toute charge électrique sur toi, il suffit de toucher une partie métallique de ton véhicule avant de toucher le pistolet à essence. En parlant de station-service, lorsque tu arrives pour faire le plein, tu peux passer un certain temps à chercher ton réservoir avant de découvrir qu'il se trouve de l'autre côté du véhicule. Heureusement, tu n'as plus besoin de jouer au jeu des devinettes. Il y a une petite flèche à côté de l'icône de carburant sur ton tableau de bord qui t'indique de quel côté se trouve le réservoir. Le liquide vaisselle peut être un moyen efficace et bon marché de nettoyer les vitres et le pare-brise de ta voiture. Il t'aidera à te débarrasser de tout, des traces de doigts à la bave du chien. Prends simplement un gant de toilette, humide et chaud, utilise une goutte de liquide vaisselle et commence à nettoyer. Les ventouses sont assez utiles en dehors des cuisines et des salles de bain. Par exemple, tu peux utiliser une ventouse pour réparer les petites bosses et les petits creux sur la carrosserie de ta voiture. Mouille la bosse et la ventouse et utilise-la comme si tu voulais déboucher une canalisation. Pousse et tire jusqu'à ce que la carrosserie reprenne sa place. Le fait que le Coca-Cola soit carbonaté et riche en acide phosphorique en fait un moyen efficace et bon marché d'enlever la ternissure et la rouille des métaux et des alliages. Il y a 2 choses à faire. Il suffit de vaporiser la surface rouillée avec du coca, puis d'utiliser une brosse, ou une brosse à dents si la zone est petite, pour enlever la rouille. N'oublie pas de nettoyer la zone avec de l'eau une fois que tu as terminé. Plus ton véhicule est lourd, plus il consomme d'essence. Le moteur doit en brûler davantage pour faire avancer la voiture. Alors, si tu gardes dans ton coffre 2 chaises de pique-nique, des haltères, des clubs de golf et un sac de vêtements que tu voulais donner il y a des mois, il est plus que temps de faire un grand nettoyage. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante,
beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol.
Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Voyons si tu as déjà remarqué les secrets cachés de ces objets. La petite flèche à côté du symbole de la pompe à essence sur ton tableau de bord, cela peut sembler assez évident, mais elle est là pour t'indiquer de quel côté se trouve ton réservoir d'essence. Plus besoin de tâtonner des heures pour s'en souvenir, la réponse est juste sous tes yeux. La saison hivernale est synonyme de chocolat chaud et d'épais manteaux. On dit que les gens s'habillent mieux en hiver et ce n'est pas tout à fait faux. Ainsi, quand il fait froid dehors, je me parade vêtu de mes vêtements les plus chauds. Tu t'es déjà demandé à quoi servait cette demi-ceinture au dos de ton manteau d'hiver favori ? De nos jours, elle ne remplit plus qu'une fonction esthétique. Mais à l'origine, elles étaient utilisées pour rassembler l'excédent de tissu de ces longues vestes qui faisaient office de couverture. Cette ceinture servait littéralement à convertir une couverture en manteau. Il n'y a rien de plus agaçant que de revêtir ton magnifique pull en laine et de passer la journée à te gratter. Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Retourne ton pull à l'envers et fais-le tremper dans de l'eau froide. Ajoute 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse reposer pendant un certain temps. Égoutte l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, masse une généreuse quantité d'après-shampoing dans les fibres de laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampoing pendant environ 30 minutes, essore doucement l'excès d'eau de la laine et laisse le pull sécher à plat sur une serviette. Et voilà, plus de pull qui gratte. C'est vendredi soir et tu reçois quelques amis pour une soirée burger. Tu sors ton ketchup du frigo afin d'agrémenter tes frites. Sauf que le liquide ne sort pas. Tu as beau claquer le fond de la bouteille, le ketchup reste à l'intérieur. Ton ami le remarque et te donne une astuce formidable. Tu vois cette marque 57 sur ta bouteille de ketchup Heinz ? Pas celle du logo, celle-ci n'est que décorative. Mais celle qui est pressée sur le côté de la bouteille indique le meilleur endroit où appuyer pour faire sortir ta sauce. Et voilà le travail, ketchup pour tout le monde. Les chemises des femmes et des hommes ont leurs boutons sur des côtés différents. Si cela t'a déjà rendu perplexe, voici l'explication. Au XIIIe siècle, les fabricants de chemises ont commencé à placer les boutons des femmes sur le côté gauche. Les boutons étaient alors un signe de richesse et la plupart des gens se contentaient d'acheter leurs vêtements avec des bandes de tissu. Cependant, les femmes les plus opulentes avaient des gens à leur service pour les vêtir, comme leur femme de chambre par exemple. Ces boutons, situés à gauche, permettaient à ces dames d'être plus facilement habillées par quelqu'un d'autre. Ce style a traversé les époques et les fabricants continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Si tu remarques de la glace trouble dans ta boisson, tu ferais mieux de jeter tout ça. Imagine que tu fasses une petite excursion dans ta chaîne de pizzeria locale. En arrivant, tu as l'eau à la bouche rien qu'en imaginant le soda en machine de ton menu maxi. En attendant ta pizza, tu te rends donc au distributeur. Premièrement, tu remplis ton gobelet de glace à ras-bord. Tu remarques alors que la glace est un peu plus opaque que d'habitude. Pourquoi cela ? Devrais-tu tout balancer ou te servir du soda quand même ? Eh bien, selon la façon dont tu congèles ta glace, elle gèle de l'extérieur vers l'intérieur. La première chose qui gèle est l'eau la plus propre. Les minéraux et les impuretés sont poussés vers le milieu du glaçon, ce qui rend la glace trouble. Dans un cas pareil, mieux vaut opter pour des glaçons clairs. Une glace transparente signifie qu'il s'agit d'une eau sans impureté et tu auras ainsi moins de chances de t'intoxiquer. Sans compter que le soda aura un meilleur goût et restera froid plus longtemps. Autrement, l'air coincé à l'intérieur du cube s'évaporera et les impuretés se mêleront à l'eau plus vite que la glace ne fond, te laissant avec de minuscules bouts de glaçons. Rassure-toi néanmoins. Même si les entorses à l'hygiène sont fréquentes, les machines à glace commerciales font généralement un travail correct. Nulle raison de s'assoiffer. Les claviers n'ont pas toujours été arrangés comme ils le sont aujourd'hui. Les premiers claviers avaient été conçus pour les machines à écrire. Tu te souviens des machines à écrire ? Non ? Vraiment ? Les premières étaient organisées par ordre alphabétique. Le A se trouvait à côté du B, le B du C, et ainsi de suite.
Alors, pourquoi le système que nous connaissons aujourd'hui s'appelle AZERTY? À l'origine, si l'on tapait les touches trop rapidement, les bras métalliques censés imprimer les caractères se bloquaient. La solution qu'on a trouvée fut de répartir des paires de lettres couramment utilisées comme le S et le T. Et la rangée supérieure s'est retrouvée avec les lettres AZERTY, ce qui a permis au dactylo de taper plus vite avec beaucoup moins de dysfonctionnement. Toujours utile aujourd'hui. Si tu es familier des véhicules tout-terrain, tu sais probablement ce qu'est un jerrycan. Ils sont extrêmement importants au cas où l'essence de ton réservoir s'épuise et que tu te trouves à des centaines de kilomètres de la station-service la plus proche. Ils peuvent transporter près de 20 litres d'essence. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi les jerrycans avaient 3 poignées différentes? Cette caractéristique particulière a été imaginée pour remédier à la lourdeur de tout ce carburant. Si tu es seul, utilise la poignée du milieu, elle répartira mieux le poids. Mais si tu as une paire de mains supplémentaires, vous pouvez saisir une poignée de chaque côté pour le transporter. J'imagine que ça marche aussi si tu as 4 bras. Cette petite poche à l'intérieur des dessous féminins n'est pas vraiment une poche. On l'appelle un gousset de culotte. Il s'agit d'un morceau de tissu supplémentaire cousu à des fins d'hygiène. Mais la plupart des fabricants préfèrent économiser les coûts additionnels de ces 2 points de couture aux extrémités du tissu. Et c'est donc devenu une poche. Qui l'eût cru ? En attendant, as-tu déjà examiné l'intérieur d'un bouchon de soda? Les capsules des bouteilles en verre ont une particularité, une doublure en plastique transparent. Et non, elles n'ont pas été inventées uniquement pour lancer des jeux concours. Ces doublures en plastique ont pour but de garder ta boisson pétillante en gardant le dioxyde de carbone à l'intérieur de la bouteille. Il faut avouer que c'est plutôt bien vu et que ça donne un peu soif. Maintenant, si tu as besoin d'une éponge à récurer pour tes casseroles, essaye ceci. Chaque fois que tu achètes des oranges au supermarché, ne jette pas le filet qui les emballe. Conserve-le et fabrique ton propre grattoir à casserole. Il te suffit de le nouer et c'est prêt. Il fonctionnera parfaitement sur ta vaisselle et nettoiera ses poils incrustés. Mettons que tu te trouves dans un lieu public et que tu doives aller au cabinet. Sais-tu dans quel sens ces housses de siège en papier sont censées aller? La plupart d'entre nous les placent à l'envers. Probablement parce que personne ne nous apprend ça à l'école. Mais en fait, elles sont conçues pour être tournées vers l'avant. De cette façon, on évite que la housse ne ramasse tous ces microbes. Ne jette pas toutes ces petites bouteilles en verre vide. Garde celles qui ont le col le plus long pour arroser tes plantes. Il suffit de les remplir d'eau et de les mettre à l'envers dans ton pot de fleurs. Pousse-la doucement dans la terre et laisse-la ici. L'eau sera transférée dans le pot dès que la terre sera trop sèche. Convient à tous ceux qui oublient sans cesse d'arroser leurs plantes d'intérieur. Un autre conseil de pro du jardinage d'intérieur. Pour empêcher l'eau de fuir au fond de tes plantes, utilise un filtre à café. Place-le au fond de ton pot avant d'ajouter la terre et la plante. Le filtre empêchera l'eau de se répandre hors du pot. Et maintenant, un guide des couleurs pour les sachets de pain. Tâche de le mémoriser si tu achètes ton pain de mie au supermarché. Tu l'auras peut-être déjà remarqué, mais les sachets de pain portent parfois de petites étiquettes de différentes couleurs. Chaque couleur indique le jour de la semaine où le pain a été fabriqué. Cela aide le personnel du magasin et les consommateurs à savoir si le pain vendu est frais. Le lundi est bleu, le mardi est vert, le jeudi rouge, le vendredi blanc et le samedi jaune. Le dimanche? Il faut bien se reposer un jour. Qui peut résister au pouvoir du papier bulle? La plupart des gens sont incapables de se soustraire à l'envie de le faire éclater, ce qui tend à le rendre bien moins efficace en bout de course. Mais savais-tu que le papier bulle n'avait pas été inventé au départ pour emballer des choses? Un inventeur et une équipe d'ingénieurs essayaient de développer un papier peint texturé. Ils ont donc collé 2 rideaux de douche ensemble pour capturer des bulles d'air, afin de donner au papier peint une surface en relief. Mais le public n'a pas du tout été emballé. Ce n'est que des années plus tard qu'on a compris que le papier bulle était un parfait matériau d'emballage. Et un tonnerre d'applaudissements pour cette invention intemporelle. Ou mieux encore, on fait tous crépiter le papier. Oh là là, regarde-moi ça, il y a une tornade géante qui se dirige droit sur toi, et elle est si rapide. Ces tornades peuvent se déplacer à des vitesses folles de plus de 400 km/h. De plus, elles peuvent laisser une traînée sur leur passage, atteignant jusqu'à 80 km de long et plus d'1 km de large. Parfois, on les voit clairement arriver, alors que dans d'autres cas, les nuages bas ou la pluie peuvent les dissimuler, de sorte qu'elles se précipitent sur toi sans que tu ne les aperçoives. Et dans la plupart des cas, une tornade peut se former si rapidement que personne ne peut t'en avertir à temps. Et maintenant que cette tempête en furie est vraiment proche, il ne te reste peut-être plus que quelques minutes pour te mettre à l'abri. Tu as une cave? Cours te cacher, à moins que... Je sais que cela semble insensé, mais que dirais-tu d'entrer dans une tornade pour voir à quoi ça ressemble? Certaines tornades ressemblent à des tourbillons en forme de corde, tandis que d'autres sont composées de larges nuages en forme d'entonnoir. Et voici le second type, juste devant toi.
Regarde ces vents tourbillonnants, nés d'un orage électrique. Ils descendent peu à peu jusqu'au sol. Souvent, la grêle se joint à la fête. Les États-Unis comptent environ 1000 tornades par an. Et le Texas en détient le record, avec environ 120 tornades annuelles. Un record dont il n'y a pas lieu d'être fier. Mais la plupart des tornades américaines sont observées dans la Tornado Alley, une étendue de terre située dans le Midwest. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide en provenance du Mexique rencontre de l'air frais et sec en provenance du Canada. Ces deux éléments s'affrontent et se transforment en une puissante tempête qui, à un moment donné, peut engendrer des tornades. La plupart des tornades sont observées entre avril et juin, mais depuis quelque temps, on en voit même en décembre. Elles peuvent aller d'une simple tempête de poussière à un phénomène d'une puissance considérable, capable d'emporter des voitures, de grands arbres ou même des maisons. Mais c'est une occasion unique, tu ne t'es jamais trouvé aussi proche. De plus, cette tornade est gigantesque et ce n'est pas souvent que tu aurais l'occasion d'en voir une telle. Bon, tu es prêt ? Elle se rapproche. Tu sens le vent se renforcer tout en te projetant de la terre et des éclats au visage. Tu fermes les yeux et hop, te voilà à l'intérieur. Et c'est la folie. Des vents violents te ballottent en tous sens et te font tournoyer. Ils te soulèvent en même temps. Tu as le vertige ? Tu te sens comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz ? C'est peut-être le bon moment pour s'intéresser à ce qui t'arrive vraiment à l'intérieur. Tourbillonnant au gré des vents et oh, attends ! C'est la moto de ton voisin qui tourne en même temps que toi ? Espérons qu'elle reste loin. Prenons maintenant le temps de couvrir les bases. Se retrouver au milieu d'une tornade enragée est une chose à laquelle il est possible de survivre. Mais autant être honnête, ce ne sera pas facile. La première chose que tu ressentiras sera probablement le changement de température. À l'intérieur de cette tornade folle, il peut faire 20 degrés de moins qu'à l'extérieur. C'est parce que le centre de l'entonnoir formé par la tornade tourne en permanence. Cela rend l'intérieur du vortex beaucoup plus froid et rend l'air plus raréfié qu'à l'accoutumée. La densité de l'air y est inférieure de 20% à celle que l'on trouve par exemple en haute altitude. J'espère que tu n'as pas l'intention d'y rester trop longtemps. La pression atmosphérique à l'intérieur de ce tourbillon est si basse que tes poumons ne pourront pas en retirer suffisamment d'oxygène. Pour te donner une idée de la situation, respirer à l'intérieur d'une tornade revient à essayer de prendre de l'air à une altitude de 8000 mètres. C'est un niveau d'alpiniste professionnel, comparable à l'ascension de l'Everest. Alors oui, il faut de l'aide pour pouvoir respirer normalement. Bref, tu vas probablement t'évanouir au bout de quelques minutes. Mais ne t'inquiète pas, on t'a apporté ce masque spécial pour que tu n'aies pas à te soucier de ta respiration. As-tu remarqué à quel point le flux d'air à l'intérieur est régulier ? Certains chasseurs de tempêtes se sont déjà retrouvés à l'intérieur de tornades. Plus tard, ils ont fait une description chaotique de tous ces nuages déchaînés et de ces vents tourbillonnants. Mais de l'intérieur, l'air était étonnamment doux. Ce qui ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir qui t'attend. Et tu n'es clairement pas tout seul à l'intérieur de cette tornade. La moto du voisin n'est pas la seule chose que tu y verras. Du bois, des briques, du verre, peut-être même des voitures, des vaches, des mobil-homes, des briques, des toitures et d'autres gros objets. Tu auras de la chance si rien ne te tombe dessus dans ce chaos sans nom. Avec tous ces débris qui tourbillonnent à 500 à l'heure, il te sera difficile d'esquiver quoi que ce soit. Mais admettons qu'un miracle se produise et que tu sois épargné. Tu commences à avoir la tête qui tourne. Tu te demandes quand tout cela va se terminer et si tu seras capable de t'extirper de cette incroyable tornade. Elle finira bien par ralentir. Cela se produit parce que de l'air frais pénètre dans la tornade. Mais ce n'est pas parce que les choses se calment que tu peux te détendre pour autant. Enfin, ton estomac, lui, le peut, puisque le tournoiement s'est arrêté. Mais la tornade te laissera tomber de n'importe quelle hauteur quand elle cessera. Si tu te trouves à la campagne, il se trouvera peut-être une botte de foin pour amortir ta chute. Oh, attends, nous parlons d'une tornade qui fait probablement plus de 14 000 mètres de haut, alors ça ne te servira à rien. Espérons que tu as apporté ton parachute, parce que ce serait le moment idéal pour le déployer, tu ne trouves pas ? Ne t'inquiète pas, on aime les fins heureuses par ici. Alors voici un petit coup de pouce. Et voilà. À présent, tu redescends lentement en profitant de la vue. Si tant est que tu remarques quoi que ce soit aux alentours avec tout ce tournis. Comment se fait-il qu'il y ait un ciel clair et ensoleillé sur ta gauche, te demandes-tu ? Ça n'a rien d'inhabituel. Les tornades se forment souvent à la périphérie d'un orage. C'est comme une frontière entre deux mondes différents. Il n'y avait même pas de vent et l'air était très calme avant que la tornade ne frappe, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est également très répandu. Bon, je pense que tu sais tout de même que ce genre de scénario est impossible dans la réalité. Il est donc préférable de trouver rapidement un endroit sûr lorsqu'une tornade est en approche.
Utilise plutôt un abri souterrain et si tu n'en as pas à disposition, n'importe quel sous-sol pourra faire l'affaire. Prépare à l'avance une télévision sur batterie ou une radio à pile, ainsi que des batteries de rechange. Ou un appareil avec Internet pour pouvoir recueillir les dernières informations sur la tornade. Prévois également de la nourriture non périssable, de l'eau et d'autres produits de première nécessité. Il s'avère que certaines personnes ont vraiment été emportées par des tornades et qu'elles ont réussi à s'en sortir. La tornade les a en fait déposées à quelques centaines de mètres de là, sans la moindre égratignure. C'est quand même se donner beaucoup de mal pour économiser l'argent du taxi. Mais on ne peut évidemment pas garantir une arrivée à bon port. Il serait incroyablement difficile de se sortir de tels cataclysmes, comme les orages supercellulaires par exemple. Ceux-ci appartiennent à la catégorie des tempêtes les plus violentes, à savoir les orages électriques. Et imagine que tu te retrouves dans une trombe d'eau. Elles peuvent sembler agréables, du moins au début, parce qu'elles ne sont pas très puissantes et qu'elles se forment au-dessus des eaux chaudes. Elles pourraient parfaitement s'intégrer dans ta thalasso, enfin, jusqu'à ce qu'elles se déplacent vers l'intérieur des terres et se transforment en véritables tornades. Les tourbillons de poussière sont encore moins agréables. Ils ne sont pas très grands, mais il s'agit de colonnes d'air qui tournoient à très grande vitesse. Et on peut facilement les voir à cause de toute la terre et de toute la poussière qu'ils accumulent. Il faut toutefois des lunettes de protection pour les affronter. Oups, je crois que bien que je les ai oubliées, je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci. Mais si cela peut te rassurer, les tourbillons de poussière ne sont pas associés aux orages. En y pensant, je ne vois pas trop non plus ce que ça peut avoir de rassurant. Mais si tu es prêt à sauter dans un tourbillon de feu, on peut te trouver une combinaison spéciale qui te protégera pendant que tu seras brinque-ballé dans les flammes, la fumée et les gaz. Ces colonnes sont étroites et s'élèvent verticalement dans les airs, tout comme les tourbillons de poussière. Bien entendu, la chaleur est insupportable, et comme les courants ascendants se renforcent et qu'il s'y trouve suffisamment de combustible, un tourbillon de feu se transforme en une véritable tornade de flammes, qui s'étend du sol jusqu'aux nuages et se déplace à une vitesse incroyable. D'accord, on va en rester là, je commence à avoir la tête qui tourne. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité.
Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignon qui pousse aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire.
En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur.